on ne saurait parler d'union avec un parti qui a choisi l'antisémitisme d'abord par opportunisme, par électoralisme, et qui peu à peu s'est pris au jeu. Esprit libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous recevons une personnalité du monde politique et une personnalité du monde intellectuel pour approfondir un grand sujet d'actualité. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir l'essayiste, philosophe Alain Finkielkraut, auteur d'un cœur lourd, c'est chez Gallimard, et le député écologiste et social Alexis Corbière. Ensemble, nous allons parler de la gauche. Existe-t-il deux gauches irréconciliables ? La gauche peut-elle continuer à faire alliance avec LFI alors que les positions du parti de Jean-Luc Mélenchon sont de plus en plus controversées ? Tout de suite, les réponses de nos deux esprits libres. Alexis Corbière, Alain Finkielkraut, bonjour. Bonjour. Ravi de pouvoir d'avoir organisé cet échange avec vous. Nous allons discuter de LFI, de sa stratégie, plus largement de ce qu'est la gauche aujourd'hui. La France Insoumise nous a fait perdre, a déclaré le patron du PS, Olivier Faure, après le second tour. Il semblerait en effet que dans certaines villes, notamment comme Toulouse, l'alliance entre LFI et le PS ait été rejetée par une partie des électeurs de gauche. Alexis Corbière, est-ce qu'il fallait passer ces alliances que certains ont qualifiées d'alliance de la honte? Et est-ce que vous reprendriez ce terme d'alliance de la honte? Est-ce qu'il n'y a pas un problème moral dans ces alliances? Non, c'est même l'inverse. Ce serait plutôt la division de la honte. Vous m'avez invité, et je vous en remercie vraiment, pour débattre avec vous, Alexandre Devecchio, avec vous, Alain Finkielkraut, et je vous salue. Mais il va de soi qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une confrontation d'idées par rapport à ce que vous portez. Ça n'allait pas de soi que je vienne débattre, et je viens précisément pour essayer... non, mais en même temps, il vaut mieux débattre avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Exactement. Non, mais c'est comme ça que je l'ai pris, parce que je pense que ce que vous représentez, tous les deux à la place qui est la vôtre aujourd'hui, gagne du terrain, et l'homme de gauche que je suis doit essayer de répondre. Alors je vais essayer de le faire dans une confrontation que j'espère qu'il sera utile pour ceux qui nous regardent. Alors, en tout cas, elle sera loyale, en tout cas. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que précisément, il y a une offensive à l'heure actuelle qui est menée, de longue main, qui vise à dire il est impossible désormais que la gauche s'unisse. Et ça crée les conditions d'une victoire de la droite. Et aujourd'hui, on est dans un moment où on se parle, très particulier, où l'extrême droite représente 35 à 40%, ce qui est inédit dans l'histoire politique du pays. La possibilité qui est devant nous, on vient de terminer une séquence électorale, il y en a une prochaine l'année prochaine, en 2027, c'est que cette fois-ci, ce soit un président ou une présidente d'extrême droite du Rassemblement national. Et moi, je ne veux pas ça. Alors, moi, je reprends le fil d'une histoire. Je pense que la gauche doit s'unir. Ça a toujours été compliqué, l'union de la gauche. En 1934, commencent les débats qui amèneront le Front populaire en 1936. Les communistes étaient liés à Moscou, à l'Union soviétique. C'était quasi impossible depuis la scission de 1920. Les socialistes s'affrontaient, ils font l'union. En 1972, c'est la même histoire. Lionel Jospin vient de nous quitter. Si cet homme a joué un rôle politique, c'est précisément qu'il était l'homme de l'union de la gauche avec les communistes. Et c'était pas simple. Et c'est ça qui permet la victoire de François Mitterrand. Et le débat est toujours le même. Alors aujourd'hui, il y a des forces politiques, des courants intellectuels qui disent il y a un courant de la gauche, on ne peut pas le fréquenter. Dans les deux camps de ce que représente la gauche aujourd'hui, certains disent LFI infréquentable, et au sein des LFI, certains disent plus jamais PS, c'est des pourris, des traîtres, etc. Et ça, c'est vraiment le rêve, j'imagine, des lecteurs du Figaro qui sont de droite, peut-être celui désormais d'Alain Finkielkraut, mais c'est la division de la honte, c'est ce que je voulais dire. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes au sein des différentes formations que vous évoquez. Vous m'avez présenté, moi je ne suis pas écologiste et social, j'ai fondé un mouvement qui s'appelle l'Alliance pour la République écologique et sociale, l'après parce que j'ai été exclu de la France Insoumise, j'ai un désaccord stratégique avec aujourd'hui la France Insoumise, qui m'a valu d'être exclu, j'ai essayé de mener un débat à l'intérieur précisément sur les questions stratégiques et d'unité. La France Insoumise, il y a un problème indiscutablement, et Jean-Luc Mélenchon, la stratégie qu'il développe depuis 2 ans, à mon avis, nous fera perdre, mais à l'inverse, je veux dire, se jeter dans les bras de François Hollande ou Raphaël Glucksmann est aussi une impasse. Et moi, j'essaie de travailler à ce chemin unitaire. Je défends l'idée même d'une primaire pour un candidat commun. Enfin, on en discutera. Donc oui, il faut l'union. L'union, sans être le BA
des deux pôles qui sont là, mais il faut l'exiger. Je pense que c'est ce que veut profondément le peuple de gauche et écologiste, et on y viendra. C'est aussi ce qui s'est exprimé dans ces élections municipales. On va laisser répondre Alain Finkielkraut, mais juste je voulais vous relancer sur un point. Alors là, vous dites c'est ce qui s'est exprimé pendant ces élections, mais il y a certaines villes, j'ai cité Toulouse, où il semblerait qu'il y a quand même une gêne de la part des électeurs socialistes à voter pour LFI. Est-ce que vous comprenez, est-ce que d'ailleurs vous êtes d'accord sur ce constat, et est-ce que vous le comprenez? Comment vous analysez cette gêne, si vous êtes d'accord sur le constat? Constat, parce que les chiffres, c'est comme les faits, ils sont têtus. Effectivement, il y a 3000 électeurs, si on additionne les deux électorats Picmal, Briançon, socialistes et LFI, qui sont pas là. Mais surtout, Jean-Luc Moudenc, qui a gagné, doit aussi sa victoire au fait qu'il y a 33 000 personnes nouvelles qui sont venues voter. Donc c'est pas tellement que les deux électorats se sont pas rassemblés, ils l'ont fait. C'est surtout qu'il y a un nouvel électorat qui est venu, peut-être fouetté, là on peut en parler, par le fait que ça se discute encore, que c'était un insoumis qui dirigeait les choses, mais premièrement, François Picmal a mené une bonne campagne. Il faudra aussi qu'au sein des insoumis, ils s'interrogent de pourquoi Picmal, ça marche, il est devant le PS, et d'autres villes, les insoumis prennent vraiment des défaites cinglantes électorales, comme M. Maudet. Et puis surtout, l'union, ça se décrète pas. Quand on s'est mis sur la figure, pardon de l'expression triviale, pendant des semaines, c'est sûr que si vous faites l'union à minuit, il y a des électeurs qui disent on comprend plus, vous avez traité de ceci, de cela. Donc il y a une culture d'union à développer. J'essaie d'être, si je viens sur ce plateau, c'est pour développer cette culture d'union, dire il n'y a pas de chemin. Et à l'inverse, c'est sûr qu'on doit s'interroger on n'est pas obligé de tomber dans tous les pièges que nous tendent les adversaires pour être bien caricaturaux, pour que des gens soient fouettés par le fait que ce soit éventuellement un insoumis qui dirige les choses. Mais vous savez, avec les insoumis, Nantes a été gagné. Lyon avec les Insoumis a été gagné, donc pas de vision caricaturale, même si j'ai bien compris il y a un enjeu à essayer de figer une doxa qui vise à dire surtout ne vous unissez pas à la gauche. C'est plus compliqué que ça. Ces élections, ça a soufflé à droite, l'électorat de droite il est là, aussi l'extrême droite, 61 villes, il n'est pas d'illusion d'optique, la situation en France c'est pas seulement les grands centres urbains. Alain Finkielkraut, est-ce que pour vous, c'est une alliance de la honte aujourd'hui, la gauche, le Parti socialiste et LFI notamment? Au soir du premier tour, j'étais désespéré. Je me suis dit que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas été sanctionné comme je l'espérais pour toutes ces saillies antisémites. Je me suis dit, finalement, en France, l'antisémitisme est payant. Au soir du deuxième tour, je suis réconforté. Il y a eu, notamment à Toulouse, un sursaut républicain. Et tant mieux. On ne saurait parler d'union avec un parti qui a choisi l'antisémitisme d'abord par opportunisme, par électoralisme, et qui peu à peu s'est pris au jeu. En quelques années, Jean-Luc Mélenchon, le cynique, est devenu un antisémite sincère, un antisémite passionné, pour reprendre le qualificatif de Raphaël Enthosen, et même obsessionnel. Je donnerai 3 exemples. Zemmour reproduit beaucoup de scénarios culturels. On ne change rien à la tradition. On a la créolisation en horreur. Or, nous dit Jean-Luc Mélenchon sur tous les tons, la créolisation est l'avenir de l'humanité. Vous vous rendez compte? Il y a d'autres critiques à faire à Éric Zemmour. Jean-Luc Mélenchon répond à Apolline de Malherbe. Elle lui demande, est-ce que les forces de l'ordre doivent être comme Jésus sur la croix qui ne réplique pas? Je ne sais pas, répond Jean-Luc Mélenchon, si Jésus était sur la croix. Je sais qu'il y a mis, paraît-il, ce sont ses propres compatriotes. Ainsi fait-il le lien entre l'accusation de peuple déicide et l'accusation de peuple génocide qu'il ne cesse de reprendre à son compte. Et d'ailleurs, le soir de l'élection du maire de Saint-Denis, dans son QG, qu'est-ce qu'on scandait? Nous sommes tous les enfants de Gaza. Nous sommes tous les enfants de Gaza, donc gare à vous, sionistes génocidaires. Et je voudrais savoir combien il reste de juifs aujourd'hui
à Saint-Denis et à Roubaix après l'élection de David Guiraud, parce que c'est vrai, ce n'est pas une totale défaite, hélas, de la France insoumise. Donc, dans ces conditions, si vous voulez, on ne peut pas, qu'on soit de droite ou de gauche, envisager la moindre alliance, le moindre front républicain avec la France insoumise. L'antisémitisme, et j'aurais d'autres critiques à adresser, mais l'antisémitisme est totalement passé à l'extrême gauche. On peut bien trouver ici ou là des candidats infréquentables du Rassemblement national, mais pour le coup, c'est là que l'antisémitisme est résiduel. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement grave. Imaginez 2027, Jean-Luc Mélenchon accède au pouvoir, avec lui Thomas Porte, avec lui David Guiraud, avec lui Rima Hassan. Que feront les Juifs ? Que feront les Juifs de France ? Ils vont faire leurs valises. Nous en sommes là. Ils font leurs valises déjà de Seine-Saint-Denis. Ils font leurs valises de Roubaix. Mais donc, il y a urgence. Et il y a urgence pour la gauche. Voilà pourquoi j'approuve totalement Jérôme Gage et Raphaël Glucksmann à se ressaisir. Une place doit être faite à la gauche dans ce pays, mais une gauche dreyfusarde, une gauche républicaine, une gauche social-démocrate. Et ça ne peut pas passer par une alliance avec LFI, et beaucoup d'électeurs, à mon grand soulagement, s'en sont aperçus. Alexis Corbière, il faut bien sûr répondre sur oui, mais vous avez été exclu de LFI. Vous avez même émis des critiques, alors peut-être pas sur l'antisémitisme, mais sur le communautarisme de LFI. J'ai des souvenirs de cela. Est-ce que sur le constat, vous faites le même ? Est-ce qu'il y a un problème d'antisémitisme à LFI ? Est-ce que c'est quelque chose que vous niez totalement ? Non, mais premièrement, moi, je ne suis pas invité pour défendre la France insoumise. Ils ont des dirigeants, invitez-les. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même un peu piquant de me retrouver dans le rôle après avoir été exclu de ce mouvement. Oui. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et je participerai. Mais c'est ce qui est intéressant aussi. Mais alors, vous qui avez fait des critiques, vous êtes prêt à vous allier. Là où l'exercice, je ne suis pas dupe du débat, je ne viens pas ici aussi pour alimenter, mais je vais vous répondre, ce que vient de dire notamment Alain Finkielkraut ou d'autres. Alors, qu'est-ce que c'est que je reproche ? C'est que là, il y a un bouleversement du récit. C'est un pays, c'est une histoire. Et l'histoire de ce pays est marquée notamment par la collaboration et le fait que l'antisémitisme d'État. Vous avez même entendu, c'était la phrase de Bernanos qui disait l'antisémitisme c'est déshonoré en quelque sorte par la politique du gouvernement de Vichy. Pardon ? Oui, j'allais dire Hitler, je crois, mais peut-être Vichy. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'extrême droite était totalement hors jeu en raison de ce qui avait eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il y a un récit qui vise à dire finalement, à débanaliser l'extrême droite et à dire, en fait, l'extrême droite n'a plus aucun problème, on peut la fréquenter, on peut s'allier avec elle, on peut faire l'union des droites, il y a des théoriciens de ça, et d'ailleurs on explique toute une série de choses, et à la fin on explique, vous savez, même l'antisémitisme finalement, il est à gauche, et d'ailleurs la gauche doit rester divisée, et à partir de là, toute une série d'arguments sont exacerbés, déformés, parfois totalement inventés, pour que ce discours prenne corps. Ça ne veut pas dire parfois qu'il n'y a pas des problèmes, mais on voit bien que ce que vient de faire Alain Finkielkraut, par exemple, vous dites, c'est odieux comme phrase de dire que s'il y avait une victoire de la France insoumise, l'union de la gauche, les Juifs devraient partir. Enfin, la France insoumise n'a pas un programme antisémite. C'est totalement faux. Vous dites aujourd'hui, vous le répétez sur tous les plateaux télé, qu'il y a un parti antisémite dans ce pays, c'est la France insoumise. Vous êtes d'une complaisance manifeste vis-à-vis de l'extrême droite, ça ne vous pose aucun problème. L'extrême droite aujourd'hui est dirigée. Je dis, même si Marine Le Pen n'a plus exactement la même tonalité de Jean-Marie Le Pen, mais Marine Le Pen était la directrice de communication de Jean-Marie Le Pen encore à l'élection présidentielle de 2007. On est d'accord, c'était il y a moins de 20 ans. Jean-Marie Le Pen était le principal émetteur de l'antisémitisme. Je vous vois, ça ne vous convainc pas. Vous dites, c'est des vieilles histoires. Mais donc vous avez aujourd'hui un discours vous pensez que parce qu'ils sont dans un exercice de communication, de dissimulation, même si régulièrement la presse révèle que sur toute une série de profils Facebook, des responsables, je dis bien des responsables du RN ont des propos antisémites, mais pour vous, vous ramenez ça à peu de choses et vous considérez que le danger viendrait de la France insoumise. Soyons précis. Je vous vois que je vous agace, mais quand des gens scandent le mot d'ordre, nous sommes tous des enfants de Gaza, pour en penser ce que vous voulez, mais ça n'a rien d'antisémite. On a le droit
et je crois que c'est votre cas aussi, je n'ai pas encore lu votre livre, mais je pense que vous-même, vous êtes indigné par la politique de Benjamin Netanyahu. On a le droit d'être indigné parce qu'il y a eu lieu à Certes, Gaza. mais quel est le rapport avec Saint-Denis ? D'accord ? Mais on a le droit de scander un mot d'ordre internationaliste à l'occasion d'une victoire électorale. Pourquoi ça vous pose problème ? Et surtout, ce à quoi je veux répondre à Alain Finkielkraut, ce que moi je trouve, au-delà de ce que vous pensez de la France insoumise, là où c'est insultant vis-à-vis notamment des électeurs de Seine-Saint-Denis, c'est que vous pensez que c'est une stratégie électorale parce qu'il y a un électorat antisémite. Et vous méprisez comme ça des dizaines de milliers de gens, notamment de confession musulmane, parce que vous pensez que pour leur plaire, c'est pas parce que la gauche parle social, c'est parce qu'il y aurait soi-disant, ou il y aurait des propos antisémites. Et là, j'espère que vous prenez la mesure, vous êtes un homme intelligent, qu'on ne peut pas insulter un électorat entier, on ne peut pas insulter un département. Vous avez eu des mots en disant aujourd'hui la Seine-Saint-Denis, pas aujourd'hui, mais ça m'a choqué, c'est Judenfrei. Judenfrei. Oui. D'accord ? C'est comme si vous pensez que la Seine-Saint-Denis est comparable au nazisme. Mais Non, on est d'accord que simplement vous êtes un intellectuel. Il n'y a plus un seul élève juif dans les écoles et les lycées de Seine-Saint-Denis. Parce que je vais vous dire une chose, respectez. Ils subissent les assauts, la violence, les menaces de leurs camarades. Vous êtes un intellectuel, vous ne pouvez pas faire du trumpisme. Votre rôle, oui, dire ça. Vous ne connaissez pas, la Seine-Saint-Denis, il y a encore des familles juives qui sont dans les écoles publiques ou dans des établissements privés. Mais on peut aussi discuter. De moins en moins, il y a des chiffres aussi. Vous ne pouvez pas nier ce qui est une réalité factuelle. On peut discuter du fait que, notamment, il y a du séparatisme scolaire, il y a toute une série de gens qui mettent leurs enfants dans les établissements privés parce que l'école publique s'est dégradée en raison de politiques publiques et que, notamment, pourquoi pas les familles juives mettent dans des établissements confessionnels, c'est une chose. Mais dire dans le débat, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la mesure. Sinon, au bout d'un moment, on ne discute plus. Que c'est Judenfrei, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y aurait quelque chose comparable au nazisme, est absurde et rend le débat totalement incroyable. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le premier à faire des références au nazisme. Oui, excusez-moi. Oui, en train de dire. Non, mais c'est ce que je voulais relever, c'est que vous dites, il y a une fascisation de la gauche vis-à-vis de tout le monde, mais vous la pratiquez. Quiconque aujourd'hui critique, on a le droit de critiquer le gouvernement de Netanyahou. Vous l'avez fait. C'est odieux ce qui a eu lieu. Le 7 octobre est une ignominie, mais la réponse de ce gouvernement d'extrême droite, raciste, qui vise à massacrer 70 000 personnes, doit indigner toute conscience. Vous êtes un humaniste et votre humanisme ne doit pas s'arrêter seulement à la défense des Juifs, même si on va laisser répondre Alain Finkielkraut entre nous. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Gaza, 70 000 personnes sont mortes, dont 20 à 30 000 combattants. 35 à 40 000 personnes sont mortes en 2 jours en Iran. J'attends encore une grande manifestation de protestation à la République menée par la France insoumise. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais pour des raisons qu'on peut très bien s'expliquer. Je critique violemment la politique de Benyamin Netanyahou, notamment en Cisjordanie. Parce qu'en Cisjordanie, effectivement, d'ailleurs, c'est le chef d'état-major de l'armée israélienne qui le dit, ce qui se passe de la part de certains habitants des implantations est moralement inacceptable. Et d'anciens chefs d'état-major ou chefs du Mossad ou du Shin Bet parlent de pogrom. Voilà pourquoi je suis indigné, et je l'ai dit dans le cœur lourd, j'ai honte. Bon, c'est clair. Pour ce qui est du Rassemblement national, ce parti, on devrait s'en réjouir, a tourné la page de Jean-Marie Le Pen, qui a été exclu. Et on devrait être content. Non, on a besoin de cet ennemi fasciste pour se repérer dans le monde. Le mot d'ordre d'une partie de la gauche, c'est le fascisme ne trépassera pas. Donc, quoi qu'il fasse. Cela étant, est-ce que ça me rend complaisant avec le Rassemblement national ? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas un parti fasciste, ce n'est plus un parti antisémite, mais Marine Le Pen a couru à Budapest rejoindre Viktor Orban pour un grand raout des partis nationalistes. Qu'est-ce que Viktor Orban ? C'est le petit télégraphiste de Moscou. Donc, le Rassemblement national reste lié à la Russie. C'est un parti souverainiste qui s'aplatit devant un empire. C'est quand même, ça suffit, outre son programme économique, à me le rendre insupportable. Donc on peut dire les deux choses en même temps. J'ajoute sur la France insoumise que c'est pas seulement
devenu un parti sincèrement et obsessionnellement antisémite. C'est un parti qui appelle à la constitution d'une nouvelle France. On ne doit plus dire la langue française, selon Jean-Luc Mélenchon, parce que la plupart de ses locuteurs sont étrangers. Donc il faut dire à peu près le créole. Nouvelle France, nouveau peuple, grand remplacement, parce que comme ça, les Français de souche, que Jean-Luc Mélenchon déteste, eh bien, ils vont dégager et la France insoumise, du fait de sa démagogie, va arriver au pouvoir. Et Jean-Luc Mélenchon est allé jusqu'à dire, tout récemment, il a bien fallu un jour qu'il y en ait un ou une qui se mette debout sur ses pattes à l'autre bout du continent africain pour qu'à la fin vous soyez ici en train de faire les malins, tout blancs, tout moches que vous êtes. On a les images, je crois. Mais... on va peut-être les passer si vous voulez bien. Oui. Une seconde. Voilà. Ou une qui se mette debout sur ses pattes à l'autre bout du continent africain pour qu'à la fin ici vous soyez en train de faire les malins, tout blanc, tout moche que vous êtes. Bon, alors, donc... Alexis Corbière, le jeu n'est pas de vous faire dire du mal de Jean-Luc Mélenchon, mais vous avez pour que les spectateurs comprennent, vous avez quand même un désaccord avec lui, oui. Vous avez été exclu. Oui. Quelles sont les raisons de ce désaccord? Et malgré tout, quand vous voyez ce type d'image-là, est-ce que vous n'êtes pas mal à l'aise, tout simplement? Des malaises, j'en ai beaucoup. D'abord, là, on parle de questions identitaires, alors que la gauche, elle est sociale. Et elle doit parler social. D'accord. Et donc, quand il fait ça, Jean-Luc Mélenchon, il ne parle pas beaucoup social ces derniers temps. Reconnaissons que ce n'est pas son sujet majeur. La gauche, c'est l'exigence sociale, le partage des richesses, l'exigence écologique. Notre système économique détruit la planète, que vous soyez de droite ou de gauche, c'est notre bien commun. Et l'exigence démocratique, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un système d'une crise démocratique sans précédent et la Ve République est à bout. Ça réunit la gauche. Je reproche à certains, et en particulier à la France Insoumise, de créer un affect très fort dans le débat où ces questions-là, même s'ils les portent, passent pas fort inaperçues, et on discute de plus en plus autour de questions identitaires qui permettent à ce que des gens comme vous, avec tout le respect que je vous dois, mais je vous vois quand même comme un adversaire politique, mais un homme intellectuel stimulant, vous aussi. Merci. Vous utilisez, non mais que les choses soient claires, vous utilisez ça justement pour fracturer les choses. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'il faut travailler à réunir notre peuple sur ce qui est son fondement, à savoir ses exigences de vie quotidienne, une vie digne pour tous. Ma conception de la nation est une conception civique, politique. Donc à partir de là, quel que soit là où vous venez, nous sommes un pays de brassage et cette situation est une réalité encore, en particulier dans les départements dont je suis élu. Et ce brassage doit aussi amener à ce que ceux qui viennent de l'immigration doivent être respectés, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. D'accord? Donc vous êtes souvent affolés par des propos Alain Finkielkraut qui consistent à dire la France elle évolue, y compris dans les visages de gens qui sont français, et qu'il était parfois paradoxal de constater qu'il y a une France qui travaille, mais quand il s'agit d'obtenir des responsabilités économiques, quand il s'agit d'obtenir des responsabilités politiques, cette France-là était totalement absente. Je vois d'un bon œil que toute cette France, diplômée aujourd'hui, etc., accède à des responsabilités. Je me félicite de l'élection de M. Bali Bagayoko. Je pourrais citer la liste de toute une série d'endroits. C'est une logique sociologique tout à fait saine et normale. C'est bien. Ces gens sont français. Vous les voyez trop souvent, et je ne vais pas faire la liste. Vous avez amené des citations de vos citations de M. Finkielkraut, qui est dire c'est un peuple de remplacement, une forme de mépris. Et je pense que vous qui êtes issus aussi de cette immigration polonaise qui a fui un pays et qui a trouvé la France comme une terre d'accueil, doit comprendre que vous devez être au premier rang pour dire que oui, nous sommes un peuple en perpétuelle évolution. Et ça n'a rien, comment dirais-je, de sécessionniste. Vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous dire? On doit défendre cette conception civique de la nation. Et certainement pas une conception ethnique, c'est-à-dire que dans la conception civique, nécessairement, il y aura des comportements culturels qui peuvent évoluer. Mais sur le fond, à partir du moment où les gens restent attachés à l'idée de liberté, égalité, fraternité, pour faire simple, nous continuons à faire France. Bon, ça, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que toute une série d'arguments pourrissent cette discussion. Et vous voyez affoler, les exemples que vous m'avez pris, des choses qui, à mon avis, perturbent totalement le débat. Et si c'est comme ça, évidemment, ça alimente, c'est ça que j'essaie de venir dire, le fait que la gauche ne pourrait pas se rassembler parce que certains seraient... les arguments que vous avancez sur la Palestine, pardon, mais je ne les comprends pas, quand bien même il y aurait... vis-à-vis de l'Iran, il n'y a pas de manifestation, vous non plus, vous n'avez pas manifesté d'ailleurs, mais on a le droit, effectivement, de considérer que c'est une ignominie ce qui a eu lieu à Gaza. Je pense même que tout être humain
et je sais aussi toute une série d'amis que j'ai en Israël, je pense à Standing Together, il y a eu des manifestations importantes aussi qui ont eu lieu. On ne peut pas diaboliser ça, mais l'enjeu il est ailleurs. Donc revenons à des questions simples. Aujourd'hui, notre pays, la crise que traverse notre pays n'est pas due à la gauche, ce n'est pas exact. La stratégie qui est en place, notamment de l'extrême droite, qui se nourrit de la crise de la droite, fait qu'elle risque de prendre le pouvoir. Ce que je reproche à l'extrême droite n'est pas seulement sa complaisance vis-à-vis du régime de Moscou, c'est que c'est une force politique qui va supprimer des droits à certains habitants de ce territoire, notamment en raison du fait qu'ils n'ont pas la nationalité française. C'est un programme de régression sociale. L'extrême droite va... Mais il n'est pas représentant de l'extrême droite ici. Non, j'ai bien compris. Et en plus, on vous a demandé pourquoi vous avez été exclu, Alexis Corbière. Alors, quelle est la nature de votre désaccord avec Jean-Luc Mélenchon pardon, oui. Alors, il faut quand même répondre à la question, parce que mais vous êtes pour l'Union des gauches, on l'a compris, mais elle est compliquée aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous la rend si compliquée, y compris à vous qui la souhaitez? C'est qu'en 2022 et en 2024, suite à l'élection présidentielle, nous faisons ce qu'était la NUPES et le nouveau Front Populaire, mais en 2022 c'est la NUPES, que je pense que cette union amène à ce que nous faisons un score significatif. Les Insoumis étaient 17, ils passent à 70. Les nombres de députés, je crois que c'est 160. Et cette stratégie de l'union correspond à la période, selon moi, où voilà 2 fois que Marine Le Pen est au second tour. Voilà ce que je pense. Et je pense que la stratégie d'affirmation politique de l'AFI dans un premier temps doit laisser place à une stratégie de maintien de la NUPES, vous me comprenez? À savoir, je pense que Jean-Luc Mélenchon ou la France Insoumise peut être la colonne vertébrale de cette union. Et ce que je reproche, c'est que très rapidement, pour toute une série d'éléments qui passent par de l'affaire Quatennens à la position sur la réforme des retraites, où la France Insoumise n'est pas une force alignée sur les organisations syndicales, si on s'en souvient, qui vise à exacerber les désaccords, fait éclater cette union. Parce que je pense que Jean-Luc Mélenchon veut aller à la présidentielle de manière solo et ne veut pas passer par être le candidat de cette union. D'accord, ça c'est des questions stratégiques, mais sur les questions identitaires, est-ce que vous êtes aligné avec Jean-Luc Mélenchon? Mais c'est la question stratégique et la question identitaire est souvent utilisée pour exacerber cette question-là. Non mais je vous assure. Oui, mais moi je vous ai entendu quand même, il y a quelques années, défendre une ligne républicaine contre une dérive communautariste de LFI. Donc là vous me dites qu'il n'y a pas de dérive communautariste. C'est simplement une question stratégique. Non mais je défends une position tout à fait républicaine, à savoir l'égalité des citoyens. Effectivement, je suis un laïc convaincu. Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon la défend? C'est ça la question. Je pense qu'il y a toute une série par moment. Oui, je pense qu'il y a encore un programme malgré tout qui officiellement le programme, lui, il n'a pas changé à ma connaissance à la France Insoumise, mais il y a eu toute une série notamment de propos plus que malheureux sur la manière de défendre le peuple palestinien qui, à mon avis, ont compliqué les choses, ont donné prise à ce que les adversaires d'extrême droite... moi, je veux dire les choses clairement. Je pense qu'il faut rassurer, y compris les juifs de ce pays. Il faut leur dire clairement que la gauche, c'est celle qui participera à leur bonheur. Et je pense qu'il y a eu une absence d'empathie sur de l'antisémitisme qui a exacerbé les désaccords. Voilà. Et la France Insoumise, elle a un affect très fort contre le racisme, mais je pense qu'elle gagnerait, mais là ils ont fait, le choix était discutable, mais d'une absence de clarté. Et quand par exemple Jean-Luc Mélenchon dit l'antisémitisme est résiduel, non, c'est un fait politique. Et dire ça, après on peut jouer sur les mots de la signification, ça envoie un message d'une forme de c'est secondaire, alors que je connais beaucoup de gens, de Français de confession juive, qui sont inquiets. Et il ne s'agit pas de discuter est-ce que c'est légitime ou pas qu'ils soient inquiets, ils sont inquiets. Et il faut leur dire clairement que la gauche, elle est évidemment à leur côté. Et on pourrait prendre la liste et les déclarations que M. Finkielkraut dit sur Jean-Luc Mélenchon, qui reprennent au vieux fond catholique, à savoir le peuple déicide, pardon de le dire vulgairement, c'est une connerie. Mais comme Emmanuel Macron, quand il va aux Comores et qu'il dit les quoi ça, c'est un propos raciste, à la con, mais vous n'en tirez pas la conclusion que M. Macron est raciste. Donc on doit quand même chercher de la clarté dans le débat et pas l'utiliser. On va laisser Alain Finkielkraut répondre parce politique. Que vous avez parlé plus longuement. Pardon. Alain, je sais qu'il voulait réagir. Ma conception de la nation est celle d'Ernest Renan, qui parlait de plébiscite de tous les jours, face d'ailleurs à la conception allemande de la nation. Mais il faut lire sa conférence jusqu'au bout. Il dit la nation, c'est un héritage de gloire et de regret. Un héritage, c'est un héritage. J'ai été naturalisé en même temps que mes parents, venus de Pologne, j'avais 1 an. Mes parents n'avaient qu'une confiance limitée dans la France. Mon père a été déporté de France en 1942. Donc c'était de bons citoyens, ce n'était pas tout à fait d'ardents patriotes. Mais il voulait une chose, c'est que je m'assimile, c'est-à-dire que j'assimile la culture française.
il tablait pour cela sur l'école. Le climat a radicalement changé aujourd'hui. L'assimilation est contestée, et quand Jean-Luc Mélenchon nous parle de cet ancêtre qui, du fin fond de l'Afrique, s'est mis debout, il dit ceci: nous devons tout à l'Afrique, c'est même les musulmans qui nous ont permis de construire des cathédrales, nous devons tout à l'autre, parce que nous ne sommes rien, notre héritage n'a aucune valeur. Et c'est une situation terrible, parce que le propos de Jules Ferry, en créant l'école républicaine, c'est de transformer tous les petits-enfants en héritiers. Et c'est un héritage qui allait au-delà ou en deçà de la Révolution française. Hein, le royaume de France, la République unie et indivisible, notre royaume de France. C'est Péguy. C'est Péguy. Voilà. C'est cette longue durée que nous devons assumer tous ensemble. Et je vois que ce n'est plus du tout le cas. Et que donc, en effet, comme l'a dit Gérard Collomb, les communautés sont face à face, et demain, sont côte à côte, et demain, elles seront face à face. Et je reproche à une partie de la gauche d'avoir joué sciemment la carte du communautarisme. Il n'y a jamais eu en France de communautarisme juif. Ça n'a jamais existé. Hein, c'est, je crois, le chanteur de Zebda, hein, dans son livre Ma part de Gaulois, son père lui dit deviens français mais ne le sois pas. C'est ça l'expression. C'est ça l'expression. Oui. Mes parents, c'est exactement le contraire. Sois français, mais n'oublie jamais que tu es juif. C'est exactement ce que disaient ses parents à Philippe Roth. Hein, ses parents dont les parents venaient des shtetl de Pologne, et qui lui disaient sois américain, mais n'oublie jamais que tu es juif. Et ça, il a rempli ses 2 missions admirablement. C'est le plus grand écrivain américain du XXe siècle, ou de la deuxième moitié du XXe siècle, et il est juif jusqu'au bout des ongles. C'était tout. Donc, or, vous voyez, mais ne le deviens pas. Et ce problème existe, cette fissure existe en France aujourd'hui, et elle doit être colmatée, elle doit être comblée par tous les partis politiques responsables. L'assimilation, au sens que j'ai dit, doit être remise au goût du jour, et notamment à l'école. Mais bon, moi je ne souhaite pas qu'on passe des heures à discuter des questions identitaires, mais parce que c'est déjà se placer sur le terrain de l'adversaire. Vous êtes quand même député de la Seine-Saint-Denis. Non, mais je vais en parler, mais je vais vous dire, moi, quelle est ma conception de l'identité nationale. Ce que fait la gauche, y compris ce qu'a fait longtemps Jean-Luc Mélenchon, ce que fait la gauche, et quasiment seulement la gauche, et je ne comprends pas pourquoi vous êtes aussi énervé contre la gauche, mais aussi silencieux sur l'extrême droite ou la droite, c'est précisément rappeler la conception républicaine de la nation. D'accord ? À savoir l'acte fondateur, y compris qu'est la Révolution française, qui n'est pas une négation des siècles précédents, mais une affirmation que nous sommes un peuple politique. Ça, c'est encore le fil conducteur de ce qu'est la gauche, ce qu'elle fait. Et vous êtes totalement silencieux face aujourd'hui à un discours qui consiste à dire que la Révolution française est une étape dans l'histoire nationale, mais que les racines chrétiennes de la France sont beaucoup plus importantes que ses fondations laïques. Ça, c'est un discours qui est plus fortement tenu. Oui, mais je ne vous ai jamais entendu quand, par exemple, Robert Ménard, d'une ville de Béziers, où j'en suis, lui, fait une messe, dit aux gens de venir à la messe, de rappeler que c'est les racines chrétiennes, etc. Il n'y a plus d'Alain Finkielkraut. Par contre, vous allez chercher toute une série d'anecdotes pour expliquer qu'une immigration, qui par ailleurs est profondément française, passionnément française, comme dirait l'autre, oui, parce que je vous assure, venez en Seine-Saint-Denis, vous allez voir les gens. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé pour qu'on fasse nation ? Il faut l'égalité des droits réels. Pour quelle raison il y a un doute qui s'est installé dans nombre de populations ? C'est que souvent, ce qu'est la matérialisation concrète de la République, les services publics, notamment l'école, est particulièrement dégradée dans notre département, la Seine-Saint-Denis. Quand vous dites, Monsieur Finkielkraut, je vous ai lu que la gauche aurait abandonné l'école. Mais c'est pas vrai. Ce qui abandonne l'école, c'est les politiques publiques actuelles. Et là-dessus, c'est pour ça avec tout le respect que je dois, il y a un manque de crédibilité totale.
C'est que vous utilisez des problèmes de dégradation de politique libérale, notamment sur le service public, dans mon département. Et aujourd'hui, durant sa scolarité, un enfant perd quasiment 1 an et demi de scolarité parce que les professeurs ne sont pas remplacés. Et pourquoi les professeurs s'en vont, vous pensez Allez-y. Mais pourquoi Allez-y. Parce que la situation des professeurs en Seine-Saint-Denis est absolument intenable. Et de plus en plus de professeurs, d'ailleurs, abandonnent le métier. Ils y arrivent avec quelques références, quelques illusions. Au bout d'un ou 2 ans, ils partent. Ils travaillent dans la publicité, ils travaillent dans l'édition. Écoutez-moi. Et ça, c'est à force de réformes en plus, la gauche, suivie par la droite, au nom de l'égalité, a détruit la hiérarchie à l'école, a détruit la discipline. Les profs ne sont même plus des maîtres et nous en payons le prix aujourd'hui. Écoutez, ça c'est une propagande pure qui ne repose sur rien. En Seine-Saint-Denis, je vais vous dire, non monsieur, moi j'ai été 20 ans prof en lycée professionnel. Vous voyez, il y a des brigades de remplacement qui existaient dans le 1er et 2e degré, qui ne sont plus là. Quand un professeur est absent sur des choses toutes bêtes, maladie, tombe enceinte, ils ne sont plus remplacés. Ça c'est parce qu'on a fait des économies, vous voyez, des RGPP, des politiques publiques qui consistent à supprimer des fonctionnaires. Là, vous n'étiez pas là. Cela a dégradé concrètement... Alexis Corbière, il y a quelque chose qui s'est passé dans le pays qui s'appelle Samuel Paty. Non, mais vous pouvez parler de ça, mais pas éluder... Avec la Seine-Saint-Denis, ça ne se passe pas en Seine-Saint-Denis. Et la personne qui crée ce crime ignoble, cet islamiste fanatique, n'est pas un enseignant de Seine-Saint-Denis. Vous n'avez pas le droit de prendre en otage la population de Seine-Saint-Denis et de lui faire supporter la responsabilité du crime odieux de Samuel Paty. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et si vous voulez donner confiance dans la République, il faut encore que la République, elle donne les moyens de l'émancipation magnifique que vos parents, qui étaient des gens formidables sans doute, ils avaient confiance dans la République. Mais aujourd'hui... Ils avaient confiance dans l'école. Oui, ils avaient confiance. Je suis allé dans une école de mon quartier, l'école de la rue des Récollets. Et la situation... et aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Aucun parent n'a plus confiance dans l'école. Voilà d'ailleurs pourquoi ceux qui ont les moyens mettent leurs enfants dans le privé. Mais oui, parce qu'il y a un séparatisme scolaire. Écoutez-moi, mais là, d'un certain point de vue, je vous donne le point. Mais vous savez, les parents de Seine-Saint-Denis se mobilisent pour l'école. Moi, j'avais dit souvent, j'ai vu des manifs en Seine-Saint-Denis pour l'école, et il n'y avait pas de manifs pour Gaza. Les manifs à Gaza, ils étaient à Paris, place de la République, mais les familles, je vais utiliser vos mots, les gens issus de l'immigration, ils manifestent pour l'école publique, d'accord ? Mais je reconnais qu'en raison de la dégradation de l'école publique, vous avez des écoles privées confessionnelles qui s'installent. Moi, je suis un défenseur de l'école publique et des parents vont à l'école privée. Pourquoi ? Parce que les professeurs sont remplacés, parce que quand les professeurs sont absents, ils sont pas, les gamins ils sont gardés, etc. Mais ça, nous qui sommes passionnément républicains, on doit dire que là qu'il y a un séparatisme scolaire qui se met en place. Si nos enfants ne vont plus dans les mêmes écoles, pas parce qu'il y a un discours islamisé en permanence, mais parce que l'école publique, objectivement, elle est dégradée. Il y a trop d'élèves, il y a des jeunes professeurs. Si vous connaissez le métier, vous savez très bien qu'un professeur expérimenté, il va aller dans les centres-villes, et le jeune prof qui débarque, qui n'est pas formé, il va se retrouver dans des collèges de banlieue en difficulté. C'est une banalité que de dire que si on concentre tous les enfants en difficulté, parce que difficulté sociale, parce que famille étrangère, vous allez avoir des établissements où ça va être une forme de petit ghetto scolaire qui va se mettre en place. Mais ça, c'est des conséquences de politique publique. Je ne veux pas qu'on accuse les familles qui sont victimes, elles ne sont pas responsables. Et de grâce, vous qui êtes un intellectuel, n'accusez pas les familles de ce qu'elles subissent, parce qu'elles se battent pour que ce soit mieux. Elles se battent pour que ce soit mieux. Il y a aussi certaines familles qui adressent des professeurs quand ceux-ci ont eu le courage de mettre une mauvaise note à leur enfant. Oui. Et c'est une des raisons aussi de la désaffection d'un certain nombre d'enseignants vis-à-vis de l'école. Vous savez, l'arrogance aussi des classes supérieures qui ne supportent pas que le professeur, qui savent mieux que le professeur. Ce que vous dites, c'est inacceptable. Mais il y a aussi des professeurs qui subissent des mauvaises manières de la part de parents, qui se comportent comme des consommateurs, qui pensent qu'ils savent mieux que tout le monde, que le professeur est un imbécile, etc. Donc, nous avons un problème, et on peut le prendre ensemble, cette discussion sur la place de l'école. Il n'y a pas de République sans l'école. L'école, en France, c'est la République. D'accord ? Ça commence là. C'est pour ça que moi, je vois d'un œil inquiet quand je vois les indices de positionnement social qui nous montrent que les familles les plus aisées, maintenant, concentrent leurs gamins dans des établissements privés. Je dis là, il y a un séparatisme scolaire. Si nos enfants, pour faire simple, ne vont plus dans les mêmes établissements scolaires, et qu'en raison d'attachement confessionnel, en raison de niveau de vie, ils font le choix d'une autre école, nous sommes en danger. Mais je ne veux pas qu'on rende, notamment
notamment les milieux populaires et les familles de Seine-Saint-Denis responsables de ça, parce qu'elles le subissent. Elles le subissent. Et ça n'est pas la gauche. Nous luttons contre ça. Elles le subissent en partie, et personne ne dit que toutes les familles de Seine-Saint-Denis sont communautaristes dans la détestation de la France. Mais est-ce que ça n'existe pas aussi? Et est-ce que d'ailleurs, beaucoup quittent pas l'école publique, justement parce qu'elles ont des problèmes d'insécurité, de racisme latent? Mon discours à moi, Alexis Corbière, il faut aimer la France. Moi, j'adore notamment la Révolution française, vous le savez, et c'est un désaccord, mais pour le coup stimulant sur le rôle, comment cette nation s'est construite. Je dis notamment, à cette France issue de l'immigration, que nous sommes un pays où la grande question démocratique a été tranchée de manière universelle, notamment en mettant en place une république durant la Révolution française. Nous avons apporté des réponses, mais je termine. La dynamique de la Révolution, c'est aussi la question sociale qui est posée. Il n'y a pas de république si elle n'est pas république sociale. Et à partir du moment où aujourd'hui elle se dégrade, où les inégalités monte, à partir de là, les questions identitaires arrivent. Moi, je me bats pour dire que la question identitaire est un poison et il faut revenir à ce qui fait commun. Voilà le type de gauche que je veux représenter et le combat que je mène. Et ça, je pense que ça peut unifier la gauche. Alain Finkielkraut. Moi, j'aime la France. 89 a été un grand moment. 93 a été un épisode terrible de notre histoire, absolument terrible. Mais la France, c'est pas seulement, de toute façon, les soubresauts politiques. La France, ce sont des paysages, c'est une immense littérature, et donc, il n'y a pas non plus que les valeurs. Il y a tout ça, il y a ces choses qui ont fait la France. Et je voudrais citer ici Les territoires perdus de la République. Ce livre dirigé par Georges Bensoussan, paru en 2002. Et écrit exclusivement par des professeurs. Il révèle ce qui se passe dans ces territoires et que la majorité des journalistes avaient occulté, parce que ça ne cadrait pas avec le grand récit antiraciste des médias dominants. On apprenait dans ce livre que les deux injures les plus répandues dans les banlieues, c'est sale juif et sale français. La montée d'une terrible francophobie, il y a une francophobie en France, et déjà d'un antisémitisme qui a explosé le 7 octobre. Et que fait la France insoumise? Le parti de Jean-Luc Mélenchon, et il n'est pas seul dans son cas, hein, c'est pas une lubie du chef. Et je ne vais pas citer tous ceux qui le suivent, eh bien, c'est d'alimenter et cette francophobie et cet antisémitisme pour glaner un électorat. Tout le monde dans les banlieues ne pense pas ainsi. Ces gens doivent être respectés, mais ces gens, on doit leur tenir un langage de vérité. Vous êtes en France, certains d'entre vous sont français, c'est une responsabilité, assumez-la. Et vous devez de la gratitude à la France, de la gratitude, parce que c'est pas n'importe quel pays, c'est pas n'importe quelle langue que vous parlez. Et cette langue aussi, il faut la respecter. Et non, comme le demande Jean-Luc Mélenchon, de manière absurde et effrayante, la créoliser. Mais ça, c'est pas. Pourquoi on parle de ça? C'est pas. Enfin, je veux dire, le programme du Nouveau Front Populaire qui rassemble 9 millions de voix, c'est pas ça. Enfin, il y a quand même la France Insoumise qui est au milieu. Et Jean-Luc Mélenchon qui joue un rôle très important là-dedans. Vous faites en permanence sur vous bricolez des déclarations, etc. Les électeurs ne votent pas là-dessus. C'est pas ça qui les intéresse. Si en Seine-Saint-Denis, ça vote à gauche, c'est pas sur ces sujets-là. Alors, Alexis Corbière, il faut qu'on avance un peu. Je vais vous laisser. Mais justement, parce que vous parlez de la Seine-Saint-Denis, je vais vous montrer des images qui ne sont pas seulement en Seine-Saint-Denis, mais depuis hier, on voit des maires sortants se faire huer, se faire harceler par des militants insoumis. On va voir les images au Blanc-Ménil, à Mantes-la-Jolie, à Creil. Qu'est-ce que ces images vous inspirent? Et est-ce que c'est juste voilà, des huées révolutionnaires, ou est-ce que ça ne traduit pas quand même une forme de sécession? Parce que vous nous dites depuis tout à l'heure, les gens ne pensent pas comme ça. Et je suis d'accord, ils ne pensent pas tous comme ça, heureusement, mais est-ce que quand vous voyez ces images-là, il n'y a pas quelque chose d'effrayant de voir des gens avec qui vous voulez faire l'union, parce que c'est souvent des maires de gauche, sortir comme ça avec une forme de violence?
Parce que les images sont quand même... on ne sera peut-être pas d'accord sur les images, mais moi, j'ai l'impression qu'elles sont violentes. Non, mais le fait que quiconque soit pris à partie, a fortiori un élu, même si c'est un homme dont je ne partage pas les idées, qu'il soit menacé, je ne le soutiens pas. Mais enfin, j'espère, vous êtes un homme d'expérience, que vous ne découvrez pas que dans la salle d'un conseil municipal, quand sont annoncés les résultats, ceux qui ont gagné triomphent et ceux qui ont perdu sont parfois... Non mais franchement, on va arrêter, on va parler poliment, mais de prendre les électeurs du Figaro... Jusqu'à dehors. Alors aujourd'hui, on peut discuter du fait qu'en 2026, comme tout le monde a une caméra dans la poche, c'est le caractère odieux d'ailleurs des téléphones, tout se filme, on est partout, etc. Ce qui était une banalité de la vie politique. Enfin, je ne vais pas vous raconter la vie, vous la connaissez mieux que moi depuis toujours, que par moments ça peut s'insulter. Aujourd'hui est filmé et on peut évidemment, selon le choix des images qu'on montre, dire regardez. Et là, ce qui évidemment on peut, comment dirais-je, exciter certains esprits, c'est que c'est la France avec on voit bien toute une série de gens issus de l'immigration. Donc ça peut exciter les lecteurs du Figaro. Mais j'invite les lecteurs du Figaro à se poser la question. Par exemple, il y a d'autres images, je ne sais pas si vous en avez parlé, à Arcachon, un maire LR qui a insulté, mais d'une grossièreté absolue. Ça a été fait. Donc qu'est-ce que ça nous montre, ça, que les élections sont un moment de passion, parfois les passions amènent à ce que des mots aillent plus loin, des grossièretés, des calomnies, etc. De la même façon, mes amis de Mel, dans les Deux-Sèvres, me racontaient comment le maire écologiste s'est retrouvé à faire contre lui une campagne de la coordination rurale qu'il a insulté, injurié. Tout ça est inacceptable. Donc je ne suis pas d'accord pour qu'on insulte. Mais si on veut faire croire qu'aujourd'hui, notamment montrons ces images avec un sous-titre dont on a bien compris le sens, qui consiste à dire, justement, vous avez dit le mot de sécession, tout ça parce que des gens, un peu comme des supporters de foot, se mettent à crier, dire on a gagné, et évidemment il y a quelques lazis vis-à-vis de celui qui a perdu. Franchement, c'est d'une banalité. Donc attention, le rôle idéologique que vous laissez à la discussion. On va pas y faire 3 heures, mais on va pas y faire 3 heures parce que ça dit quoi, selon vous ? Mais il faut qu'Alain réagisse aussi. Pour vous, c'est des huées traditionnelles politiques, ça démontre une passion politique, ou c'est un glissement du côte à côte au face à face ? Je n'accorderai pas une importance cruciale à ce phénomène, mais qu'il y ait aujourd'hui une sécession en France, oui, c'est absolument clair. C'est absolument clair. Alors, Alexis Corbière m'invite en Seine-Saint-Denis. Moi, je peux vous dire que je ne pourrais jamais habiter dans le 10e arrondissement, dans l'arrondissement de l'enfance, dans le 18e ou dans le 19e. Quand j'y vais, et quand parfois je m'y aventure, je prends des quenelles. Voilà la situation où on se trouve aujourd'hui. Effectivement, la France se divise. La lutte de classe, c'était quand même mieux que la fracture française. Et maintenant, nous connaissons ce phénomène de fracture. Et quand on s'en aperçoit, quand on le dit et qu'on le dénonce, on est traité de fasciste. Parce qu'il faut aussi dire un mot de cet antifascisme on va y venir. Il reste grotesque qui sévit aujourd'hui en France. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que moi-même, je le prends dans la figure, c'est-à-dire dès que vous critiquez certaines attitudes, certaines évolutions de la gauche aujourd'hui, vous êtes assimilé au Rassemblement national, qui est lui-même un parti fasciste, voire néo-nazi. Et cela a conduit Jean-Luc Mélenchon a apostrophé ainsi Manuel Valls à l'Assemblée nationale le 3 octobre 2017. Moi, je ne m'assieds pas à côté de ce nazi qui n'est qu'une ordure, un pauvre type, une merde. Voilà. Donc, voilà où on est. Et c'est Sofia Chikirou qui dénonçait certains journalistes comme des nazis, des néo-nazis au petit pied. On en est là. C'est ce qu'on fait, c'est l'usage qui est fait aujourd'hui de la mémoire. Et ça rend le climat politique et intellectuel aujourd'hui en France absolument invivable. On a beaucoup de mal à parler, et je remercie Alexis Corbière d'avoir consenti à cette discussion sans recourir à ce genre d'arguments. C'est des arguments qui vous dérangent ou pas ? Non, mais je vois bien, je l'ai dit, je pense, pardon. Il y a une question de fond, qui vise à retourner par exemple, il y a un hebdomadaire qui a titré aujourd'hui en mettant des visages de la France insoumise, disant les nouveaux fascistes. En fait, ce que vous dites, c'est exactement l'inverse. En vérité. Alors, sans parler de ça, quand il y a eu l'assassinat de Quentin, il y a quand même un lien aujourd'hui entre Raphaël Arnaud, un certain nombre d'organisations groupusculaires Antifa, et donc
la gauche parlementaire LFI. Est-ce que ce lien est un lien que vous assumez, qui vous paraît problématique? Non, mais on aura compris, bon, ma stratégie à l'heure actuelle, et l'émission peut-être se termine, mais j'ai face à moi un homme qui a été, et pour le coup, pour moi, c'est pas une injure, vous avez été maoïste dans votre jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70? Notamment, vous étiez proche de la gauche prolétarienne, ils avaient même une organisation, je crois que c'était la Nouvelle Résistance Populaire, qui était une organisation quasiment paramilitaire. La question de mais alors, qu'est-ce que il n'y avait pas de lien avec la gauche parlementaire. Non, c'est que la question, mais pardon, y compris quand la Ligue communiste, par exemple, va faire un meeting, un contre-meeting pour empêcher que Occident, en 73, puisse tenir meeting, Alain Krivine est arrêté, et vous avez François Mitterrand, toute une série de gens qui viennent le défendre. Bon, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire à grands traits en allant vite? C'est que le fait qu'il y ait eu la tentation, au sein de certains groupes, de faire le coup de poing, en particulier contre des groupuscules fascistes qui eux aussi font le coup de poing, c'est vieux comme le monde. Voilà. Des fois, ça finit mal. Je me souviens de Clément Méric du côté du militant dit antifasciste, parce que celui qui se réclame de l'extrême droite tape plus fort, et c'est Clément Méric qui est tué. D'autres fois, ce qui s'est passé à Lyon, ce qui est terrible, c'est le militant identitaire d'extrême droite qui est assassiné dans des conditions horribles. Tout ça n'est pas acceptable, est une impasse totale. Moi, je le dis, c'est un désaccord stratégique que j'ai avec la jeune garde de ce qu'ils font de manière générale, et évidemment une condamnation totale du fait que sabatter quelqu'un au sol est une ignominie. Mais je veux dire, vous ne découvrez pas les choses. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. La stratégie de la France Insoumise, c'est pas de frapper les hommes au sol, c'est une organisation. Et j'ai des désaccords stratégiques avec elle, mais qui se présentent aux élections. Ce que vous voulez faire depuis le début, ce que certains veulent faire, c'est empêcher que l'union puisse se faire, en exacerbant soit des désaccords que j'ai, et j'invite, puisque j'ai un peu défendu la France Insoumise, à ce que Mélenchon arrête ses provocations, arrête lui-même d'alimenter la machine à division, arrête Epstein n'est pas acceptable, ce type de choses. On ne joue pas avec ça. Parce que dans ce pays, au-delà du sort des 500 000 juifs, les Français sont profondément contre l'antisémitisme et savent bien, un peu à l'image, vous savez, de Frantz Fanon, quand on parle des juifs, tendez l'oreille, on parle de vous, il disait ça, Frantz Fanon, notamment à ses étudiants guadeloupéens. Moi, j'invite, quand on parle justement d'autres populations, j'invite aussi les juifs à être solidaires de tous ceux qui peuvent être victimes de racisme. Ne divisons pas les choses, ne jouons pas avec tout ça. Bon, ça, c'est une chose, mais la question de la violence est un vieux débat, et je ne vois pas en quoi ça devrait amener à ce que nous ayons pour attitude face à un Rassemblement national à 35-40%. Mais j'ai compris que pour M. Finkielkraut, finalement, même s'il n'aime pas le Rassemblement national, il vaut mieux ça, dit-il, que la France Insoumise. Moi, je suis pour se rassembler, parce que dans l'histoire de France, on a beaucoup parlé d'histoire de France, le mouvement ouvrier, la gauche, les forces progressistes, ceux qui sont attachés à une conception d'une république sociale, parce que c'est mon cas, s'ils ne s'unissent pas face à ce qui est leur principal danger, nous perdrons. Et alimenter les arguments de l'adversaire, l'aider à construire un imaginaire hostile, c'est vraiment pas mal. Une minute 30, je crois que Alain Finkielkraut voulait répondre sur mieux vaut le Rassemblement national que la France Insoumise. Est-ce que vous êtes d'accord? L'autre, Alexis Corbière, veut me faire dire qu'en cas de face-à-face Jean-Luc Mélenchon, Jérôme Bardella, je voterai Jérôme Bardella. Jordan. Pardon. Vous l'avez assimilé, vous avez assimilé son prénom. Ce n'est pas le cas. Tout ce que je ferais, c'est d'éviter une telle confrontation entre l'idéologie de l'un et la démagogie de l'autre. Ce serait le pire malheur qui pourrait éviter à la France. Cela étant, ce n'est pas avec l'antifascisme qu'on combattra utilement le Rassemblement national. L'antifascisme n'est plus une résistance à un mouvement, à un régime totalitaire, c'est depuis la chute de Hitler un combat confortable contre un ennemi imaginaire. Donc il faut savoir à quoi l'on a affaire, et la France ne s'en tirera effectivement que si la cause de l'école, la refondation de l'école, après 50 ans de réformes catastrophiques, et le droit à la continuité historique pour le peuple français deviennent, comme au Danemark, sous l'égide de la social-démocratie, des causes transpartisanes. Merci, je suis désolé, mais on vous a entendu. Alexis Corbière, je crois que vous avez pu vous exprimer. C'était très intéressant d'avoir cette confrontation. Merci d'avoir accepté. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit Libre.